Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans Vos animaux. Voici le programme du jour. Pourquoi dit-on comme chien et chat alors que les chats s'avèrent souvent être de très bons colocataires? Vous avez un chat et un autre animal, un chien, un furet, un lapin peut-être. Venez nous raconter comment ça se passe chez vous, 0826 300 300. Votre expérience personnelle nous intéresse. Avec Sandy Descorsia, notre éducatrice, nous verrons comment faire en sorte que nos chats cohabitent en bonne intelligence avec d'autres espèces. Côté faune sauvage, nous partirons à la découverte d'un animal discret et fascinant, le lièvre invisible. Vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. Enfin, dans C'est votre histoire, nous retrouverons Laura qui nous avait beaucoup touché il y a quelques semaines lorsqu'elle désespérait de retrouver son chien Koda. Laura sera avec nous pour nous raconter le dénouement heureux de cette histoire, de quoi donner de l'espoir à tous ceux qui cherchent un animal perdu. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Je rappelle le numéro du standard car nous vous attendons, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, vos animaux et vous. Ce n'est pas à vous, très chers auditeurs de Sud Radio, que je vais apprendre ça. Les animaux de compagnie jouissent d'une très grande popularité en France. La moitié des Français déclarent posséder au moins un animal. De plus en plus de familles en ont même plusieurs. Le chat et le chien arrivent bien sûr en tête des animaux préférés des Français. L'Hexagone est le deuxième pays d'Europe avec la plus large proportion de chats. Plus de 14 millions de chats. Et beaucoup d'entre eux vivent avec d'autres animaux. Alors, comment faire en sorte que cette cohabitation se passe au mieux? Bonjour Sandy Descorsia. Bonjour. Sandy, vous êtes notre référente chat dans cette émission, vous êtes éducatrice. Dites-moi Sandy, les chats font bon ménage avec les autres animaux de manière générale? De manière générale, oui, c'est assez récent comme tendance puisque les gens ont de plus en plus d'autres animaux et mélangent un petit peu les espèces. Après, il faut toujours se rappeler que le chat reste un animal qui a tendance à préférer vivre seul déjà. Oui, et même entre chats, c'est pas toujours facile déjà de faire en sorte que tout se passe bien. Absolument, on a souvent des petits chats comme ça qui ont un souci de cohabitation entre eux, déjà dans la même espèce, et après avoir une autre espèce à côté, ça pose la question de la communication entre eux. Alors, avant de voir justement et d'écouter vos précieux conseils pour favoriser cette cohabitation entre des espèces différentes, peut-être pouvez-vous déjà nous résumer vos précieux conseils pour faire en sorte que deux chats cohabitent bien? Alors, dans l'idéal, c'est de les présenter d'une façon par étape en douceur. Alors, il est vrai que présenter un chaton est toujours un petit peu plus simple puisque le chaton, un jeune animal, a moins peur des nouveautés. Donc, ça peut très bien se passer avec un chaton. Mais avec un chat adulte également, il suffit juste d'aller doucement. Donc, on isole le nouveau venu d'abord et petit à petit, on va le présenter à l'autre d'une façon très agréable, très positive, en présentant par exemple des friandises avec lui à chaque fois. Et normalement, la cohabitation se passera du mieux que possible ensuite. Oui, hors de question de faire ça brutalement et d'imposer un nouveau venu comme ça à votre chat s'il a l'habitude de vivre seul pendant des années. Je crois me souvenir, Sandy, que assez régulièrement, vous nous donnez aussi des conseils pratiques d'aménagement de la maison et notamment des litières quand on a plusieurs chats. Tout à fait, c'est l'idéal pour eux de se partager différents endroits et les zones d'élimination, ça peut poser problème. Donc dans l'idéal, la formule mathématique, c'est nombre de chats plus une au niveau du nombre de litières. Donc si on a 2 chats, il faut avoir 3 litières parce que ça évite, s'il y a déjà un besoin qui a été fait dans une litière, que l'autre se dise « Ah mince, moi je préférerais aller dans une litière où il n'y a pas cette odeur-là » et également des contrôles de zone. On a des chats qui font un contrôle sur une litière en disant « Non, tu n'iras pas ». Donc l'autre va être tranquille et pouvoir aller dans une autre litière par exemple. Ça, ce sont des conseils vraiment très pratiques. Ça sent le vécu, Sandy. Alors là, j'ai un peu dérivé puisque le sujet du jour, c'est comment faire cohabiter un chat ou des chats avec d'autres animaux, d'autres espèces. En premier lieu, peut-être les chiens. Je disais en introduction de cette émission, on dit toujours, on cite toujours cette expression comme chien et chat. Finalement, est-ce qu'ils sont vraiment pas faits pour s'entendre ou est-ce que ça peut bien se passer? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la bonne entente entre un chat et un chien? Alors ça peut très très bien se passer. Moi j'ai plein d'exemples de gens avec qui ça se passe excellemment bien entre chien et chat, que ce soit un petit chien ou un grand chien.
Mais encore une fois, c'est une question de comment ça s'est passé au début. Alors c'est vrai que par exemple d'avoir familiarisé un jeune animal, un chaton ou un chiot avec l'autre espèce, ça c'est une très bonne chose. Si on peut tout petit lui présenter des chiens à notre chaton, les bons éleveurs font ça généralement, ils vont amener plein d'espèces différentes pour les familiariser. Ça va donner l'habitude au chat de vivre avec un chien. On fait pareil avec le chiot quand il est petit de son côté. Et ensuite, l'éducateur canin vous l'expliquerait mieux que moi, mais il faut apprendre au chien à ne pas partir en courant après le chat et le laisser tranquille. Forcément. Voilà, parce que c'est vrai que c'est tentant pour un chien de voir un petit objet qui bouge très vite, mais là, non, c'est un copain. Et pour le chat, on lui offre de plein de hauteurs en fait où il pourra s'isoler s'il en a envie. Des hauteurs inaccessibles aux chiens bien sûr. Ouais, des points de repli stratégiques. Absolument, ça s'il a envie quoi. On va passer la parole à Denis, l'un de nos auditeurs qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Denis. Bonjour. Vous habitez où Denis? Vous êtes dans quelle région? La Haute-Vienne. La Haute-Vienne. Et alors Denis, vous avez un chat? J'ai un chat, oui, qui est un petit peu plus âgé, qui est plus âgé que ma chienne. Oui. Et d'autres animaux? Donc une chienne, pardon. Oui, donc une chienne et la personne avant moi... Notre éducatrice. Voilà, a très bien expliqué les choses. C'est exactement ce que l'on a fait. On a présenté à notre chat qui était déjà dans la maison... un chiot. D'accord. Et bon, l'approche était pas trop simple au départ vis-à-vis d'elle parce que, étant donné que c'est quand même un chien qui allait devenir grand, était déjà plus grand qu'elle en étant chiot. C'est quoi comme chien votre chienne Denis, pardon? C'est quoi comme race? Une malinoise. Ah oui, donc effectivement, un gros gabarit. Et elle n'a jamais essayé d'attraper le chat et de lui faire des farces qui ne vont pas forcément le faire rigoler? Oh, des farces. Maintenant que les deux sont adultes, parce que notre chienne a 2 ans et demi, évidemment, dès que la chatte commence à vouloir courir, elle aurait tendance à vouloir lui cavaler après, mais c'est plus par jeu que pour lui faire du mal. Oui. Oui, mais enfin, c'est peut-être pas forcément toujours compris comme ça par le chat. Voilà, c'est exactement ça. Mais alors, on est assez vigilant par rapport à ça. On lui dit de la laisser tranquille. Mais j'avoue qu'il y a quand même une belle complicité entre les deux. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être qu'il y a des moments dans l'année où elles sont séparées et l'une et l'autre se manquent? Disons que... Par exemple, en période de vacances, si vous avez l'opportunité d'emmener votre chien et que vous laissez le chat à la maison ou non, ça n'arrive jamais? Si on amène le chien, on ne sait pas trop comment se comporte le chat parce qu'on n'est pas forcément avec lui. Oui, mais après, quand vous rentrez? Oh, je trouve pas qu'il y ait une grande différence. Il y a pas... elles retrouvent vite leurs habitudes. Et alors, la connivence se montre comment chez vous? C'est assez drôle parce que la chatte sait assez bien se servir de la chienne. C'est-à-dire? Elle l'envoie en explorer sur certains points. Racontez-nous ça. Comme ça, une anecdote. Il y avait ma chatte était dans la cour et elle est castrée, pour préciser. Et du fait qu'elle est castrée, les chats, vu que elle les attire pas, je sais pas, ils auraient tendance à vouloir la taper. D'accord. Les autres chats du quartier. Et là, je voyais un chat qui était au coin du mur et je voyais juste sa petite tête qui dépassait et qui regardait dans la cour ce qui se passait. Et il y avait la chienne et la chatte qui étaient dans la cour et la chatte se caressait entre les pattes de la chienne. Ah oui. Elle le narguait, c'est ça? L'air de dire, là, tu pourras pas m'embêter aujourd'hui? L'air de dire, viens, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un malinois. Effectivement, c'est une belle démonstration de connivence. Sandy, la connivence comme ça entre des chats et des animaux tels que des chiens ou d'autres espèces, c'est quelque chose que vous constatez assez régulièrement? Oui, de
de plus en plus, c'est pas tous les animaux comme ça, et c'est pas toutes les familles, on va dire comme ça. Et monsieur l'expliquait très bien, à dire que alors le chiot était petit, mais la chatte elle était déjà un petit peu plus grande, et ça n'a pas été si simple au début. Mais c'est vrai que si on fait les choses bien et que le chat comprend que ça se passe bien, que le chien n'est pas là pour l'embêter plus que ça. Le chien, c'est pareil de son côté, il faut qu'il remarque que ça se passe bien. Il y a tout à fait moyen de faire en sorte que nos animaux s'entendent. Après, dans le cas de chat, chien, on fait toujours attention effectivement aux chiens. Dans le cas de chat et petits nacs, des petits oiseaux par exemple, à l'inverse, on va faire attention aux chats en disant on ne sait jamais, même s'ils s'entendent très très bien, il faut toujours avoir l'œil en se disant on ne sait jamais. Ça reste des animaux qui peuvent avoir un instinct une fois de temps en temps, oui. Donc on préfère surveiller, tout Bien simplement. sûr. Merci en tout cas, Denis, pour votre témoignage. On vous embrasse, Denis. Merci. À bientôt. On va repartir au standard puisque nous avons Océane qui souhaite aussi témoigner sur cette thématique. Bonjour Océane. Oui, bonjour. Vous aussi Océane, vous avez un chat et un autre animal ? Alors j'ai 2 chats et 2 furets. Ah oui, 2 chats et 2 furets. Alors racontez-nous comment ça se passe. Alors ça se passe plutôt bien avec eux. Maintenant, comme je l'avais expliqué, c'est pas leur furet préféré parce que j'en ai eu 7 en tout, donc depuis 10 ans. Oui. Mais alors avec eux, ça se passe plutôt bien. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est assez timide. Il n'y a pas de grosse amitié entre eux, mais de temps en temps, il y a une petite patte qui part pour jouer quand le furet passe. Ou de temps en temps, on retrouve le chat qui est en train de se lever dans les doudous des furets qui sont juste à côté. D'accord. Voilà, ou quand je fais la distribution de friandises à mes furets, la chatte revient très très vite en demandant elle aussi. Et puis il n'y a pas vraiment de dispute. Si je mets les croquettes par terre ou les bonbons par terre, ils vont pas se taper ou quoi, ils vont juste partager entre eux. Et est-ce que vous avez un peu organisé tout ça ou est-ce que ça s'est fait naturellement ? Ah non, ça s'est fait naturellement. Mon premier furet, je l'ai eu avant le chaton. Et du coup, ils se sont rencontrés comme ça. Donc, ils ont toujours eu l'habitude d'avoir des furets qui étaient là avant eux. Et ça s'est toujours très, très bien passé. Comme dit, ils avaient chacun leur préférence de furet, vraiment. Il y en a où ils sont très indifférents. Il y en a où ils sont très joueurs avec. Il y en a où ils sont très câlins et pas moins dans le jeu. Donc, c'était très, très, très gentil entre eux toujours. Sandy, comment vous réagissez quand vous entendez le témoignage d'Océane, chat, furet ? Bon, là, visiblement, ça fait bon ménage. Oui, alors c'est assez courant. Il y en a pas beaucoup des furets, mais c'est vrai que de plus en plus, quand on entend des familles chats et furets, c'est souvent que ça se passe très bien. Est-ce que parce que le furet a un petit peu la même taille qu'un chat et aussi ce côté très 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 joueur, très stimulant comme ceci, c'est peut-être une des explications pour lesquelles ça se passe bien. Mais c'est vrai que oui, c'est des cohabitations qui se passent relativement bien, furet et chat. Bon, ce qu'on retient finalement de ce point commun là de tous nos auditeurs qui nous expliquent ces bonnes cohabitations, c'est que les choses se sont quand même passées en douceur. Voilà, il n'y a pas eu de précipitation dans la rencontre. On laisse faire les choses. On intervient à distance juste pour surveiller, pour faire en sorte que ça ne dérive pas vers de mauvais comportements. Mais en gros, on laisse faire tranquillement les animaux. Chacun doit prendre ses marques. Effectivement, la seule erreur qui a été fréquemment commise, des fois, c'est que les gens veulent forcer la rencontre et donc en pensant bien faire. Oui, bien sûr. Ils prennent par exemple le chat dans les bras et le montrent au nouvel animal en disant « Regarde Regarde comme il est formidable !» Voilà, et le chat ne le comprend pas du tout de cette façon, au contraire ça le panique, donc il vaut mieux pas faire comme ça et vraiment suivre des techniques faites par des professionnels, que ce soit professionnels du chien, il y a peut-être des professionnels furets également, du chat, qui vont vous expliquer pas à pas comment faire. L'important à retenir, c'est que plus on s'y prend jeune dans l'animal, dans le chat ou dans autre chose, plus il y a une habitude de l'espèce et plus c'est associé avec des moments agréables, avec du jeu, des friandises, des câlins, plus l'espèce va être associée avec des choses sympathiques et donc l'entente sera normalement très bonne. Merci beaucoup à vous Océane. On repart à nouveau au standard. Cette fois-ci, c'est Flora qui veut témoigner. Bonjour Flora. Bonjour. Flora, vous aussi, vous avez plusieurs animaux à la maison donc. Oui, chien, chat, rat. Ah oui, c'est varié chez vous, c'est l'Arche de Noé. C'est ça. Et alors, comment ça se passe la cohabitation ? Est-ce que parfois ça dérape ou est-ce que globalement tout se passe plutôt pas mal ? Non, ça se passe très bien. Ils s'habituent tous vite les uns aux autres. Après, il y a des liens plus forts entre certains, mais... Il y a des liens d'amitié, enfin, je fais un peu d'anthropomorphisme en disant ça, mais vous sentez qu'il y a vraiment des affinités entre certains ?
Oh oui, puis là en l'occurrence, je voulais vous parler d'un pigeon que j'ai eu pendant 1 an Oui. et qui était fusionnel avec un de mes chats. Ah, ça c'est étonnant quand même. Donc on s'y attendait pas du tout, mais c'est vrai ils dormaient ensemble. Ah oui. Au fur et à mesure que le pigeon a appris à voler, il jouait dans la maison. Enfin, le chat lui courait après, mais lui faisait jamais de mal. Vous l'avez récupéré donc tout petit, ce pigeon? Alors c'est ça, il était très jeune et en fait il avait été déplumé. Oui. Par des chiens, donc du coup en fait il est resté longtemps parce qu'il a fallu que toutes les plumes repoussent pour qu'il puisse voler. Mhm. Et du coup tout ce laps de temps, il s'est habitué à mes animaux et puis il a créé ce fameux lien avec mon Roméo. Alors là, c'est quand même très étonnant. Sandy, qu'est-ce que vous en pensez, ce lien entre le pigeon de Flora et son Roméo, comme nous dit Flora? Quand on est face comme ça à une espèce et à la proie de cette espèce, parce que les chats et les oiseaux, on sait que ça fait pas toujours très bon ménage. Comment se fait-il que là, dans ce cas-là, ça se soit bien passé, à votre avis? Alors là, c'est vraiment des cas un petit peu exceptionnels. Ça arrive, on a des chats qui s'entendent excellemment bien avec des oiseaux ou même des souris qui sont quand même la base de la proie. Mais encore une fois, ça dépend de l'apprentissage. Il doit y avoir une part de génétique aussi, d'environnement. Si ce chat a plein de choses stimulantes à la maison, que ça se passe bien, qu'il est bien dans ses patounes... Oui, mais quand même, un pigeon sous la main pour un chat, oui, c'est quand même un cadeau. Au tout début, il ne volait pas parce qu'il était déplumé. Donc peut-être qu'il y a aussi ce lien, cet apprentissage au début qui s'est fait que c'était pas visible comme étant une proie, quelque chose qui vole, et petit à petit il y a vraiment une connivence qui se fait. Est-ce qu'elle aurait duré toute la vie? Ça, on pourra jamais le savoir. Moi, j'aurais toujours tendance à rester un petit peu attentive et méfiante, mais ça arrive que des animaux qui sont censés être prédateurs et proies s'entendent très bien. Ça arrive même dans le milieu sauvage, donc pourquoi pas à la maison? Et si on sait s'y prendre bien et leur apprendre que c'est un copain, pourquoi pas? Qu'est devenu votre pigeon, Flora? Alors ce pigeon, au fur et à mesure qu'il a appris à voler, je le laissais rentrer, sortir comme il voulait. Donc au même titre que mes chats d'ailleurs. Oui. Donc la journée, en général, quand j'étais au travail, je sais qu'il était dehors parce que ma voisine m'en parlait, elle me disait qu'il allait manger avec ses poules, tout ça. Et quand je rentrais du travail, il rentrait par la fenêtre et puis il passait la soirée à la maison avec nous. Et un jour, on a commencé à le voir avec une copine à l'extérieur. Voilà. Et puis, à un moment donné, on l'a plus vu, donc on s'est dit qu'il avait dû partir avec sa copine. La nature a repris ses droits. En tout cas, c'est une très, très jolie histoire. Merci à vous, Flora, pour ce beau témoignage. Sandy, en résumé, parce que alors là, c'est formidable, ce matin, nous n'avons que des témoignages positifs de cohabitation qui se passent quand même très, très bien. Pour ceux qui auraient du mal à faire cohabiter leur chat avec un autre animal, juste quelques conseils clés, en plus de ceux que vous nous avez déjà donnés. Voilà, c'est vrai qu'il faut retenir l'ensemble de l'apprentissage quand ils sont petits. Si c'est un chien, encore une fois, privilégiez pour votre chat, en tout cas, de mettre des endroits de tranquillité, de hauteur, peut-être même mettre une pièce où l'accès à la litière se fera que pour le chat, pour qu'il soit tranquille. Donc pensez à ça quand c'est un animal type chien qui peut déranger votre chat. Et quand c'est un animal type nac, type furet, oiseau, essayez de faire de l'association agréable entre les deux au maximum et toujours avoir un petit œil sur eux, histoire de prévenir. Mais si on s'occupe bien de son chat, qu'on le fait bien jouer, qu'on l'occupe, ça peut très très bien se passer. Eh bien, merci Sandy pour vos beaux conseils, comme d'habitude, sur les chats. Je rappelle que vous êtes éducatrice. Si vous avez un problème avec votre chat, un problème de comportement, un problème de vie à la maison, faites appel à Sandy. Elle est toujours pleine de ressources. C'est incroyable. Merci à vous, Sandy. Merci. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Merci d'être avec nous pour vos animaux. Dans quelques dizaines de minutes, nous retrouverons Laura qui nous avait tellement émus il y a plusieurs semaines de cela quand elle nous racontait à quel point elle cherchait désespérément son chien Koda. Eh bien écoutez, elle l'a retrouvé et elle va nous expliquer cet incroyable dénouement extrêmement heureux puisque Koda va bien et il est bien sûr ravi d'être avec sa maîtresse. Mais tout de suite, c'est l'heure de la question veto de la semaine. Sud Radio, vos animaux. Question veto. Et c'est Manon qui a composé le standard de Sud Radio pour la question veto. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, je crois que vous aviez une question sur l'identification. Je vous écoute.
Oui, alors en fait, je voudrais ramener mon chat sur Paris. Oui. Et elle a 13 ans, elle n'a jamais été pucée. Et on voulait savoir si c'était possible dans le train qu'elle soit acceptée sans être pucée, ou s'il fallait passer par cette méthode. Alors écoutez, je vais vous faire une réponse assez directe, Manon. En fait, l'identification des carnivores domestiques, donc des chiens, des chats, des furets, est une obligation pour la loi française. Donc c'est sûr que si vous prenez le train, vous pouvez être contrôlé. On peut vous demander le carnet de santé de votre animal. Et théoriquement, enfin c'est pas théoriquement, c'est qu'il faut qu'il soit pucé. Après, vous pouvez aussi prendre le train sans avoir absolument aucun contrôle, mais ce serait quand même mieux qu'elle soit identifiée. Alors en plus, sachez quand même, Manon, que ça se fait sans aucune anesthésie. Poser une puce électronique, c'est un geste très simple que le vétérinaire réalise en quelques secondes sur l'animal. Ça n'est absolument pas douloureux. Et l'avantage majeur de l'identification, c'est que si vous la perdez, on pourra plus facilement la retrouver. Donc au-delà de ce voyage en train que vous devez faire, moi je vous conseille vraiment de l'identifier parce que c'est une obligation, mais cette obligation, elle a un vrai sens, c'est extrêmement utile. Et puis j'en profite pour vous préciser un autre petit conseil quand même, si vous prenez le train avec votre chat, sachez qu'il faut théoriquement le faire voyager dans une caisse de transport correctement fermée. On ne peut pas le faire voyager comme ça, en liberté ou avec un petit harnais. Voilà Manon, j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Eh bien, nous vous souhaitons bien sûr un excellent voyage avec ce minou. Bon retour à Paris, à vous deux. Au revoir. Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Et dans cette séquence à l'état sauvage, nous allons vous parler d'un drôle d'animal, un animal qu'on peut qualifier d'invisible, le lièvre invisible. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Michel Bouche, tout d'abord. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Michel, vous êtes vétérinaire, vous êtes en fait technicien du patrimoine au sein du Parc national des Écrins. Et depuis plusieurs années déjà, vous vous passionnez pour le lièvre que l'on qualifie en fait d'invisible. Vous allez nous expliquer qui est ce lièvre variable puisque c'est son nom plus précis. Et mon deuxième invité s'appelle Olivier Borne. Merci Olivier d'être avec nous également. Bonjour, merci et merci de m'inviter. Olivier, vous êtes photographe et tous les deux, vous avez fait publier un livre magnifique, riche en texte et en photographie qui s'appelle justement Le lièvre invisible. C'est aux éditions La Salamandre. Alors, je vais commencer avec vous, Michel. Pourquoi vous êtes passionné pour ce lièvre variable ? Alors, c'est un petit peu le hasard qui a fait les choses. Ça remonte à plus de 30 ans, à l'époque où j'effectuais un service civil au Parc national des Écrins. Et ma mission en tant que vétérinaire était d'assurer le suivi d'une maladie du chamois, la kératoconjonctivite infectieuse, qui sévissait alors en Vanoise, dans les Pyrénées, dans les Préalpes. Et puis cette maladie a mis beaucoup de temps à arriver dans les Écrins. Je me suis retrouvé un petit peu sans travail. Et on m'a alors proposé de m'intéresser à cette espèce qui était très mal connue dans les Alpes. Donc je me suis un peu jeté à l'eau avec beaucoup d'inconséquences et depuis cette espèce ne m'a plus quitté. Alors, pouvez-vous nous le présenter, ce lièvre variable, parce que je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs sachent de qui on parle. Alors effectivement, c'est une espèce que très peu de gens ont la chance d'avoir pu observer. C'est ce qu'on appelle un arctico-alpin, c'est-à-dire une espèce qui s'est spécialisée en marge des glaciers pendant les glaciations du Quaternaire et qui a acquis un grand nombre d'adaptations à ces milieux très froids, et en particulier celui d'être blanc en hiver et gris en été, de changer de couleur d'une saison à l'autre. D'où le titre de votre ouvrage, Le lièvre invisible. Voilà, parce que c'est vraiment ce qu'il semble être, parfaitement mimétique. En plus, il est nocturne, il est assez rare quand même dans les Alpes, puisqu'on ne trouve que quelques animaux par kilomètre carré dans les zones favorables. Donc, c'est un animal qu'on a finalement très peu de chances de voir.
Alors justement, ça m'amène à poser cette question à Olivier en tant que photographe. Se mettre en quête du lièvre invisible, cet animal qui est finalement peu représenté sur notre territoire et en plus qui a cette capacité à se fondre dans le paysage grâce à son pelage qui prend les couleurs de la neige en hiver et de la nature tout simplement au printemps et en été. Comment est-ce qu'on fait pour le photographier, ce lièvre invisible ? Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut avoir déjà des bonnes jambes et puis être vraiment derrière cette espèce à fond, quoi. Donc, pour réaliser les photos du livre, j'ai passé une dizaine d'années. Ah oui. Donc, les premières années, c'était évidemment moins concluant que les dernières, mais voilà, les premières saisons, quand je le voyais 2-3 fois par hiver, j'étais déjà content. Bon, à la fin, ça s'est bien amélioré. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites astuces, de trucs pour le trouver, repasser souvent dans les mêmes zones pour le chercher. Vous avez des planques, vous vous cachez, vous savez Comme il est, non, alors on se cache pas. Comme il est mimétique, on peut relativement bien approcher parce qu'il pense qu'on le voit pas. D'accord. Mais le gros souci, c'est de le trouver, quoi. Alors en hiver, on a les traces qui nous aident bien. En tout cas, on peut déterminer une zone. En tout cas, on est sûr qu'on cherche dans la bonne zone. Et puis les crottes un peu qui sont sur les crêtes soufflées. Donc voilà, on a un peu ces indices qui nous orientent sur notre recherche. Voilà. Tandis qu'en été, alors c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, un tas de tout le décor est recouvert de neige, donc on fait les tas de pierres après, donc en hiver c'est recouvert de neige et en été, eh bien tous les tas de pierres sont à découvert et puis c'est des milliers et des milliers de cachettes pour le lièvre. Alors donc il y a des photos vraiment magnifiques dans cet ouvrage et j'en ai notamment une sous les yeux. Tiens, je vais la montrer pour ceux qui nous suivent sur Facebook. On voit ce lièvre qui est recouvert de neige. Donc déjà, il est blanc. Et en plus, une fois recouvert de neige, il se confond dans l'environnement. C'est incroyable. Pourquoi se laisse-t-il ainsi recouvrir de neige ? Bon, alors là, c'est parce que j'étais prêt. C'était vraiment une photo qui me tenait à cœur de le prendre en pleine tempête, parce qu'il est vraiment incroyablement équipé pour il est beau comme tout sur cette photo. On dirait une peluche. Et donc, en fait, je suis allé dans une zone où je savais qu'il y en avait. J'en ai trouvé un et je savais aussi que la météo allait se dégrader derrière. Donc, en fait, j'ai attendu avec le lièvre que la météo se dégrade pour faire cette image, en fait. Bon, on n'a vraiment que des passionnés dans cette émission, être capable d'attendre comme ça que la météo se dégrade en pleine montagne pour faire une photo de lièvre. Là, j'avoue que vous faites fort, Olivier. Michel, comment est-ce qu'on pourrait le différencier du lièvre que l'on connaît dans nos campagnes ? Il a plein de différences, en fait, mis à part ce changement de couleur de pelage. Oui, alors même morphologiquement, il est quand même un petit peu différent. C'est un lièvre, c'est une espèce qui est très proche du lièvre d'Europe qu'on voit un petit peu partout chez nous. Mais en fait, il est beaucoup plus adapté à la montagne, ne serait-ce que par sa forme, qui est beaucoup plus ronde, avec des extrémités plus courtes, ce qui lui évite de perdre de la chaleur. Il a aussi des capacités alimentaires qui sont beaucoup plus poussées, puisque les ressources sont beaucoup plus faibles en montagne et surtout en hiver. Et le lièvre variable est capable de digérer carrément du bois. Ah oui. Au niveau de la reproduction également, il investit moins dans la reproduction, il produit moins de jeunes, mais c'est des jeunes à croissance beaucoup plus rapide qui sont matures sexuellement beaucoup plus tôt. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui permet au lièvre variable de rester toute l'année en montagne, ce qui n'est pas le cas pour le lièvre d'Europe, même si, avec le réchauffement climatique, c'est aussi une espèce qui monte de plus en plus en altitude. Est-ce que ce magnifique lièvre est chassé ou est-ce qu'il est protégé ? Alors, en France, il est chassé, en Suisse aussi, je crois. Et c'était bien un petit peu la question qui nous a obligés à nous pencher sur cette espèce pour savoir si effectivement les populations de lièvres variables qui sont chassées étaient en danger ou pas. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, les premiers résultats qu'on obtient, parce qu'on est capable depuis très peu de temps seulement, et ceci grâce à la génétique, de déterminer les effectifs dans les populations de lièvres variables,
Donc il semblerait que pour les Alpes internes, les populations soient assez stables, voire en légère augmentation. Oui, il y a peut-être pas une pression de chasse énorme sur cette espèce non La plus. pression de chasse n'est pas énorme, mais c'est vrai que quand on gère la faune et qu'on effectue des prélèvements, c'est quand même bien de savoir si, même si ces prélèvements sont faibles, s'ils ont un impact ou pas. Mhm. Et ce lièvre variable se trouve-t-il dans d'autres régions du monde, mis à part nos Alpes? Alors effectivement, je parlais tout à l'heure d'arctico-alpin, donc c'est une espèce qu'on trouve dans les Alpes, mais qu'on trouve aussi donc dans les régions arctiques, donc en Scandinavie, en Russie. Et ça, c'est vraiment son histoire, en ayant suivi les glaciers qui se sont retirés dans les pays nordiques et sur les sommets alpins. Et ben, les populations de cette espèce se sont retrouvées dans ces mêmes endroits qui sont assez analogues en termes de milieu, mais qui sont très éloignés l'une de l'autre. Olivier, est-ce qu'il y a eu pour vous, on a bien compris, 10 années à peu près de photographie de cet animal. Est-ce qu'il y a eu des moments que vous gardez encore aujourd'hui en mémoire, des rencontres particulières avec lui, dans des situations peut-être inédites pour vous? Oui, alors il y en a vraiment une qui me tient à cœur de raconter. D'ailleurs, j'ai fait un petit texte là-dessus dans le livre. C'est un lièvre je suis resté toute la journée avec. Et puis, il a vraiment fait comme si j'étais pas là. J'étais à 4-5 mètres de lui. Il bâillait, il s'étirait, alors que généralement, en fait, il ne bouge pas du tout, vu que c'est son moyen d'échapper aux prédateurs. Et vraiment, il a fait comme si j'étais pas là. Et c'était vraiment une magnifique journée que j'ai passée avec un lièvre. Et comment avez-vous compris ce comportement? Est-ce que vous vous l'êtes expliqué? Non, j'ai bien réfléchi, je ne sais pas du tout. J'ai fait 2800 photos ce jour-là. Mes batteries étaient mortes à la fin. J'en ai vraiment profité un maximum. Peut-être que Michel, tu as une explication. Je ne sais pas pourquoi un individu, ça m'est arrivé 2 fois, mais spécialement celui-ci, a fait comme s'il n'était pas là. Il a bâillé, il s'est étiré, il a mangé de la neige. Enfin, alors que généralement, quand on les approche, ils sont quand même, ils bougent pas. Hein. Alors je ne sais pas, peut-être Michel, tu as une explication? J'ai pas vraiment d'explication, mais j'ai connu des situations similaires et on a l'impression qu'au bout d'un moment, l'animal est en confiance et qu'on ne représente plus un danger pour lui et finalement, il a un comportement tout à fait normal malgré notre présence. Michel, j'ai oublié de vous poser une question. Ce lièvre variable court-il aussi vite que son cousin des campagnes et des forêts? Largement aussi vite et souvent dans des conditions plus difficiles, entre les blocs, dans la neige poudreuse. Et il est très très rapide. Alors, il n'est pas le seul d'ailleurs animal de la montagne à avoir ce changement de pelage en hiver, puis ensuite au printemps. Il y a quelques animaux qui font la même chose. Tout à fait. Il y a d'autres animaux comme le lagopède alpin, comme l'hermine, comme le renard polaire en Scandinavie, qui ont acquis cette capacité de changer de coloration entre l'été et l'hiver, ce qui montre que c'est probablement une adaptation qui est très payante, puisque finalement dans des espèces et même dans des classes d'animaux très différentes comme les oiseaux et les mammifères, la sélection est arrivée au même résultat. Donc finalement, c'est quand même le roi de l'adaptation, ce lièvre. Alors c'est vraiment un concentré d'adaptation à la montagne, c'est vraiment étonnant. Et paradoxalement, je dirais que sa plus grande force, c'est pas ses adaptations, mais c'est son opportunisme et sa plasticité. C'est-à-dire qu'il est capable vraiment de profiter de toutes les occasions que lui présente la montagne pour se nourrir et pour se cacher, et qu'il est capable de s'adapter à des changements de conditions. On le voit très bien puisque en Irlande, où il a été piégé en fait par la montée des océans, il s'est parfaitement adapté à un climat océanique qui n'a plus rien à voir avec le climat montagnard.
Eh bien, écoutez, merci infiniment à vous deux de nous avoir permis de découvrir au travers de vos récits cet animal absolument fascinant. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Lièvre invisible, avec de très très belles photographies d'Olivier Borne et des textes signés Michel Bouche, passionné aussi par ce lièvre invisible, ce lièvre variable. C'est aux éditions La Salamandre et si vous cherchez déjà des cadeaux de Noël, eh bien écoutez, je vous conseille celui-ci. Allez, on va à nouveau marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Laura qui va nous faire part de ses retrouvailles avec son chien Koda. À tout de suite. Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire. Ah, qu'est-ce que nous sommes heureux de retrouver Laura cette fois-ci, j'imagine avec une voix beaucoup plus enjouée que la dernière fois que nous l'avons eue sur cette antenne. Bonjour Laura. Bonjour Natacha. Alors nous avons deux invités, on a Laura et Laura. Laura, la maîtresse de Koda, et une autre Laura où on va justement, avec qui, pardon, oh là j'ai du mal, c'est l'émotion à l'idée que vous nous racontiez cette belle histoire. Notre autre Laura va nous raconter son implication dans vos retrouvailles. Mais d'abord, Laura, la maîtresse de Koda. Laura, raconte-nous comment en fait ça s'est passé pour retrouver ton chien Koda que tu avais perdu lors d'un enregistrement d'une émission. Tu avais été invité pour enregistrer. La France a un incroyable talent pour faire du dog dancing avec ton chien et il s'était enfui. Et là, la misère a commencé pour toi. Oui, c'est ça, exactement. Et ça a été très très compliqué à gérer comme situation parce qu'on n'avait pas de témoins fiables, entre guillemets, dans le sens où personne ne prenait des photos à chaque fois qu'il disait voir mon chien. Il aurait été resté il serait resté dans la région, en fait, dans les villes aux alentours de là où il a disparu, mais on n'a jamais été certain, en fait, de l'endroit où il était jusqu'au 25 septembre. Où donc là, il s'est passé à peu près photo. une dizaine de jours, c'est bien ça? Exactement, il a disparu le 16 septembre et la photo date du 25 septembre où on le voit sur les voies de chemin de fer de la Défense. Donc pour toi, ça a été 10 jours d'angoisse absolue où tu ne savais pas où était ton chien, où on peut bien dire que tu as remué ciel et terre pour essayer de le retrouver sur les réseaux sociaux où tu es très suivi, mais un peu partout. Dans cette émission, on t'avait reçu aussi pour lancer un appel à témoins. Il y a eu des battues menées à Courbevoie où le chien avait été aperçu. Et puis alors finalement, comment les choses se sont précipitées aux alentours du 25 septembre? En fait, aux alentours du 25, donc j'ai reçu cette fameuse photo, donc qui est la preuve qu'il était vivant, qu'il allait bien. Et donc j'ai envoyé un message à l'autre Laura Panier, en lui disant je ne peux pas rentrer à Annecy sans mon chien, on a la preuve qu'il est vivant. Est-ce que tu acceptes de venir à Paris si on te prend ton billet de train, est-ce que tu acceptes pour venir m'aider? Alors, il faut expliquer, et donc on va changer de Laura. C'est pas facile d'avoir deux invités qui ont le même prénom. On va changer de Laura pour passer la parole à Laura Panier. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec nous. Laura, vous avez un métier particulier. Racontez-nous ça. Oui, bonsoir. Bonsoir Laura. Salut. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Je capte très mal. On vous entend très bien Laura. Ça va, je suis en montagne dans le Gard à Alès, j'attrape une chienne, donc ça risque de couper. J'attrape l'Iquissès sur la Grande Combe. D'accord. Donc bonjour Laura, bonjour à tous. Donc j'ai rejoint Laura à Paris, le lundi matin j'ai pris le train à 6h. On a passé la journée entière ensemble, on s'est organisé, on a conforté nos plans. Mais alors attendez Laura, parce que nos auditeurs ils n'ont pas tout suivi. C'est quoi votre métier? Racontez-nous. Ah, ce n'est pas un métier, je suis bénévole en fait. Votre rôle alors, votre savoir-faire. D'accord. Je suis la présidente d'Animals Planet et en fait depuis 13 ans nous recherchons avec nos bénévoles sur les pages collectives, sur les pages des réseaux sociaux, etc. Nous recherchons des animaux disparus, en fugue, disparus suite à un vol ou alors vraiment suite à un accident comme l'Iquis par exemple à la Grande Combe en ce moment. Voilà. Et Koda, c'était donc une trappe simple pour un chien simplement disparu en ville, mais inattrapable puisqu'il était sur les voies de chemin de fer. Alors voilà, parce que pour bien expliquer les choses à nos auditeurs, Laura Panier a développé avec ses équipes un savoir-faire qui consiste à trapper des chiens qui ont disparu, qui sont donc parfois dans un état, souvent d'ailleurs dans un état de stress important,
parfois même en mauvais état aussi physique. Exactement. Et donc, l'autre Laura, la maîtresse de Koda, toi Laura, tu as entendu parler de ça et tu as donc contacté Laura, j'espère que vous me suivez toujours, pour partir à la recherche de Koda. Oui, c'est ça, exactement. C'était via un abonné, en fait, qui m'a contacté de parler à Laura Panier, justement, parce qu'apparemment, elle fait des merveilles. Et donc, elle a fait des merveilles, on va le dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter, uniquement à distance, elle me guidait. Et après, je l'ai fait venir le lundi. Et alors, donc, une fois que vous vous êtes retrouvées toutes les deux, là, à Courbevoie, à proximité donc, de ce terrain appartenant à la SNCF, je crois, où avait été repéré le chien, qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, en arrivant du train, la première chose à faire, comme j'avais expliqué à Laura, c'était de se procurer une cage trappe à chien. Donc, ce sont des cages que nous avons conçues à l'aide d'un constructeur qui habite sur votre région, en fait, avec qui j'avais trappé dans le passé sur Paris et ailleurs, puisque je me déplace dans la France entière. J'ai adapté donc par rapport à la taille de Koda, donc une cage qui était disponible immédiatement, que donc Laura s'est fait financer à la seconde. On est allé la chercher à la sortie du train, on l'a chargée dans une Twingo pour vous dire à quel point elles sont pratiques. Une femme peut la porter, hein, voilà, parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi et je leur fais un petit coucou et bravo aux hommes aussi. Et en fait, Laura et moi avons entrepris seules à deux, donc puisque c'était très très pressé, parce que j'étais sur d'autres trappes et j'ai beaucoup d'animaux. Je lui ai dit que ça serait rapide. Je lui ai promis, j'ai dit allez, on va tenter le tout pour le tout, on prend une cage, il faut que j'arrive avec que j'ai une cage. Donc oui, mais alors OK, on arrive avec une cage, mais le chien il rentre pas comme ça dans la cage. Exactement, c'est pas tout le monde qui sait attraper un chien. Et voilà, et c'est ça qu'on veut comprendre, Laura et Laura. Donc voilà. Donc en fait, j'ai des protocoles de chasse, de trappe et de traque, donc c'est bien des choses qui sont similaires mais pourtant différentes. La trappe d'un chien comme Koda, une trappe simple, en fait, elle s'effectue à l'aide de plans map, en fait. On fixe sur nos téléphones et sur nos plans visuels ou des cartes IGN, on fixe des points où le chien a été vu avec des dates, des heures précises et des plages horaires. D'accord. On recherche sur place via les bénévoles, donc des témoignages via les réseaux sociaux et particulièrement les gens qui sont persuadés d'avoir vu le chien, et on trie les témoignages les uns après les autres ou on les écrase. Voilà. Moi, je retrouve tous les chiens, dont un chien qui ressemblait à Koda, que nous avons retrouvé la même nuit où nous l'avons attrapé, hein, avant d'avoir Koda, et ce n'était pas lui, bien sûr. On l'a retrouvé à l'endroit même. Je lui ai prouvé qu'on pouvait retrouver un chien qui ressemblait, qui n'était pas le sien. C'est donc incroyable ce que vous racontez. Incroyable, mais pour nous c'est courant, c'est tous les jours. Et en fait, on a mis 21 heures exactement et 7 minutes d'après mes souvenirs pour attraper Koda, et donc on est arrivé au chantier de Nanterre à votre gare, dans Paris, et donc par rapport au point, au signalement du matin que j'ai reçu en direct au téléphone avec Laura, on s'est donc décidé à vouloir entreprendre la pose de la cage trappe sur le passage du chien. Je lui ai expliqué que c'était très fréquent que le chien parcourt une longue distance sur 24 heures et revienne à son point de départ au dodo ou pas. Voilà. J'ai fait disposer la cage à l'aide des super héros du chantier qui ont porté la cage tous ensemble en bas de l'un des ponts à côté de la gare en construction. On avait la cage à vue et on a fait surveiller la cage par mes bénévoles, en fait, mes amis bénévoles de Paris qui sont déjà descendus d'ailleurs. Un petit coucou à Vanessa qui a surveillé la cage et les autres. En fait, on a disposé la cage en visuel pour nous, permanent. Avec de la viande à l'intérieur, il faut bien préciser, oui. Avec de la nourriture, c'est une pédale, en fait. La cage se referme sur le chien, elle mesure 1,60 m. Suivant le chien, je fais des plus grandes cages ou des plus petites cages. Voilà. Le chien a été pris à 6 heures au matin. Voilà, donc je suis restée moins de 24 heures. Je suis rentrée chez moi immédiatement, très vite. Voilà. Tu étais là, Laura, quand ton chien est rentré dans la cage? Oui, totalement. Je dormais dans le coffre de la voiture. Voilà, c'est ça que je voulais que tu nous racontes, parce que quand même, moi, tu me l'as raconté en aparté, mais je voulais qu'on le partage tous ensemble. Bien sûr. Moi, j'ai fini mon tour de garde, de surveillance de la cage vers 4h30, 5h. Donc, je suis partie me coucher. Et donc, c'est l'autre Laura qui a pris la relève. Je suis partie, donc, j'ai mis mon duvet dans le coffre de la petite Twingo et je me suis endormie. Et vers 6h, en fait, j'entends Laura hurler dehors en disant « Ça y est, on a ton chien, c'est lui !» Sauf que moi, le temps que j'émerge de mon sommeil, le temps que je capte qu'on ne peut pas ouvrir un coffre de l'intérieur, j'ai dû escalader les sièges de la Twingo, sortir en chaussettes, courir à travers la nationale et aller voir mon chien qui était dans le noir, parce qu'à 6h, il fait encore noir. Et là, j'ai fondu en larmes. Voilà, c'est la surprise. Bon, et alors lui, comment a-t-il réagi, Koda, quand il t'a vu, Laura?
Et bah tout de suite il nous a reconnus, enfin même parce que du fait que Laura déjà l'appelle par son prénom, tout de suite il a tilté et quand il m'a vu, c'était des aboiements tout le temps. C'est un chien qui aboie pas plus que ça, franchement. Et tout le temps, du temps qu'on l'ait vu et que les ouvriers sortent la cage du chantier, il a fait qu'aboyer, m'appeler. J'ai une vidéo et justement il est heureux dans cette cage en fer, il est heureux, il a la queue battante, il court dans toute la cage possible. Et c'est beau à voir. Mais même moi je suis encore émue quand je regarde ces vidéos. Oui. Mais donc on a gardé Koda dans la cage. Alors je tiens à le préciser parce qu'il y a des protocoles très importants que tout le monde doit entendre. Tout le monde ne peut pas utiliser une cage trap. Il faut que ce soit sous association avec des chasseurs ou avec des chasseurs piégeurs avec qui je travaille tous les jours. La pose d'une cage trap n'est pas autorisée. Il faut suivre la loi. Il faut prévenir les gendarmeries et police et donner l'endroit exact parce qu'une cage trap c'est dangereux. Un enfant il peut se prendre dedans. Un animal peut rester enfermé. On peut oublier une cage trap. Donc il faut vraiment avoir une conscience vous faites bien de le préciser, Laura. Écoutez, le temps nous est compté et vraiment, mais vous n'imaginez pas le bonheur que vous nous faites en nous racontant cette histoire. D'abord parce qu'on est heureux pour Laura et pour Koda, et ensuite parce que je suis certaine que ça va donner aussi de l'espoir à d'autres personnes qui sont en quête de leur animal. Alors, juste Laura Panier, précisez-nous votre association. Si des gens ont envie de faire appel à vous, je sais que vous êtes débordés, mais ça fait rien. Alors, comment on fait? Je peux surtout aider à distance en fait. Donc c'est Laura Panier Animals Planet. Donc on est dans le Gard. Vous pouvez trouver ma page. Je suis la photo de profil le perroquet bleu. Je peux un peu vous aider à distance en vous faisant vos plans, suivant le contexte pour aider en fait. Et on a attrapé beaucoup de chiens à distance avec l'aide des protocoles. Voilà. Eh bien écoutez, en ce moment on attrape Liki Sahalès et on est en train de faire la même chose qu'avec Koda, mais en beaucoup plus difficile. On est en track dans la montagne. Voilà. Eh bien bravo. Merci. Et merci de nous avoir fait partager ce moment de bonheur et d'espoir pour les autres propriétaires d'animaux. Allez, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et vraiment, quelle jolie fin avec cette émotion partagée de nos deux Laura. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Vos Animaux.